Bismillah. Dans la savane Dorothée, près de Montigny, on voyait il n'y a pas bien longtemps encore une pierre haute de 3 mètres, large de 2, et qui penchait comme la tour de Pise. Qui avait porté là ce menhir d'un nouveau genre, et comment s'y trouvait-il? Nul ne le savait. Pourquoi penchait-il ainsi, sans tomber? Personne n'aurait pu le dire. Mais il vous importe assez peu, je présume, de percer ce mystère. Et quant à moi, je l'avoue, il me laisse tout à fait indifférent. Je veux seulement vous dire une aventure qui se passa en cet endroit à l'époque où les bêtes parlaient. Tigre, un jour, quitta sa case dans l'intention d'aller pêcher des poissons de savane. Et, pardon, monsieur le conteur, qu'appelez-vous, je vous prie, poisson de savane? Ben voilà que vous m'interrompez dès mon début. Pendant 8 mois de l'année, il tombe en Guyane des pluies torrentielles. Elles inondent tout, rendant impraticables bien des chemins, voire même la plupart des rues de Cayenne, et transformant en immenses lacs les savanes situées en contrebas. La saison sèche revenue, ces océans en miniature s'écoulent peu à peu par les criques avec lesquelles ils communiquent. Puis les ardents rayons d'un soleil de feu achèvent de dessécher le sol, et bientôt l'herbe brûlée reparaît là où quelques semaines auparavant flottaient des pirogues. Il ne reste plus d'eau que dans certains trous, réservoirs naturels qui ne se vident jamais, et dans lesquels se trouve une quantité de poissons d'une espèce particulière. Ce sont les poissons de savane. Rien n'étant l'étranger, comme d'entendre le guide qui l'accompagne dans ces solitudes arides, lui annoncer que bientôt il fera une bonne pêche pour le quimbecker. Et de le voir réaliser sa promesse, il existe plusieurs variétés de ces petites bêtes, très appréciées des gourmets créoles. Les patagais, les langoumottes, les poissons madame, les coulants, si nombreux que parfois, pendant la saison hivernale, les pagaies des pirogues se prennent dans leurs bancs et qu'il suffit de quelques minutes à peine pour remplir un canot. Les parapas aux yeux rouges, enfin et surtout les atipas, poissons cuirassés d'une écaille assez semblable à celle du tatou. Tigre, disais-je, sortit pour aller pêcher des poissons de savane. La faim le tourmentait, car depuis longtemps, son garde-manger ne logeait que le vide. Et son ventre faisait roux. Kariakou, de son côté, était parti ce matin-là pour aller voler dans l'abatis d'un voisin absent. Il avait commencé par bien remplir sur place son petit ventre rondelé, et rapporté en outre à la maison un grand panier chargé de riz et de maïs. Le fardeau lui pesait, et il s'arrêta un instant pour prendre un peu de repos, à l'ombre de la grosse pierre penchée. Il venait à peine de s'asseoir quand il aperçut Tigre qui venait de son côté. Notre gracieux petit animal n'aime point à se rencontrer avec son oncle à la forte mâchoire. Mais déjà, il était trop tard pour fuir. Mieux valait imaginer, sans retard, un plan de défense pour le cas probable où les choses prendraient mauvaise tournure. Ce fut l'affaire d'un instant, car le complice ordinaire de Tortue, à l'imagination fertile, le rusé compère, se contenta de tourner la grosse pierre, derrière laquelle il déposa son panier. Après quoi, il revint d'un air innocent du côté vers lequel s'inclinait le monument naturel. Puis, poussant des cris plaintifs, il s'arc-bouta contre la masse rocheuse dans l'attitude d'un animal qui fait de prodigieux efforts pour soutenir un poids énorme. C'est à ce moment que Tigre l'aperçut. Bien vite, il partit ventre à terre, blocotopo, 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 vers cette proie qui s'offrait. Car notre chevreuil, hélas, était bien pour lui, à ce moment, une proie facile à saisir, et non autre chose, non par exemple un membre de sa famille. Pour ceux qui savent lire sur la figure des tigres, le rictus féroce, qui ridait le mufle du vorace félin, disait clairement « Je vais déjeuner avec mon neveu ». Le premier effet de l'étonnement que lui causait l'apparente tranquillité avec laquelle Kariakou l'attendait fut de l'arrêter net à quelques pas du but. Sa surprise grandit encore quand il comprit que son neveu, loin de vouloir l'éviter, l'invitait à faire diligence. Courez, tonton, courez, criait le malin chevreuil, venez vite. Pourquoi faire, mille carcasses demanda Tigre en arrivant. Pour m'aider donc, mon oncle. T'aider à quoi conjointement. M'aider d'abord à soutenir cette roche énorme sous le poids de laquelle je sens faiblir mes épaules,
et qui va nous écraser dans sa chute. Ce ne sera qu'un jeu pour vous. Vous êtes si fort, mon oncle, et si beau. Et postérieurement, m'aider à attraper toute cette quantité de gibier. Quelle quantité? Quel gibier? Une douzaine au moins de perdrix de grand bois, 24 tourterelles et 48 bécasses qui se sont abattues derrière ce rocher. D'autres bêtes encore, et grasses. Si vous voyez cela, c'est trop beau. Ah, quand vous vous régalerez, mon oncle. Moi-même, je mangerai un tout petit morceau avec plaisir, car voici longtemps que je fais pauvre chair. Regardez comme je suis maigre en ce moment. Pour mon adresse, voici notre prochain repas prisonnier là-dessus. Pardon. Mais pour mener l'entreprise à bonne fin, il faut à tout prix maintenir la pierre exactement dans la position où elle se trouve maintenant. Si elle tombe en arrière, elle met le gibier en bouillie. Si elle vient en avant, c'est nous qui sommes en marmelade. Ainsi, mon oncle, mettez-vous là et tenez bon, vous serez bien récompensé de vos peines. Tigre venait pour la première fois dans le voisinage de la pierre penchée, et la faim qui troublait sa cervelle le rendait plus crédule encore qu'à l'ordinaire. Il goba donc tout ce que lui racontait son coquin de neveu, et s'arc-bouta en son lieu et place. Kariakou fit lestement le tour de la grosse pierre qui le dérobait entièrement au regard de son oncle. Saper l'hypopète, ne bougez donc pas, dit-il tout à coup. Vous allez faire échapper toute la bande. Et puis, pas de bruit, plus un mot. Ce disant, il saisit son panier et le péril décuplant ses forces, il détala rapidement avec son précieux fardeau. Il eut bientôt gagné la lisière du bois profond, et fioup, il disparut. Tigre, pendant ce temps, appuyant de toutes ses forces contre la pierre, ce qui lui donnait l'illusion de soutenir un poids, restait dans une immobilité stupide et gardait un silence absolu. Ses entrailles moins réservées faisaient à chaque instant glou 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 glou. Combien de temps demeura-t-il dans cette position? Je ne saurais vous le dire. Mais cela dura longtemps, longtemps, longtemps. À la fin, n'y tenant plus, il appelle à voix basse. Kariakou, Kariakou. Pas de réponse. Il crie plus fort. Hé, neveu! Rien. Un commencement d'inquiétude le saisit. Alors, avec des précautions infinies, il s'éloigne peu à peu, soutenant toujours la pierre, pour la laisser arriver doucement au sol. Il est fort étonné de voir qu'elle se tient debout toute seule. Bien convaincu alors que son neveu lui a joué quelques nouvelles niches, il fait rapidement le tour du rocher. Hélas, pauvre tonton Kariakou a disparu, et de perdreaux, de tourterelles, de bécasses, pas plus que dans le creux de la main. Tigre entra, comme à l'ordinaire, dans une colère terrible. Il rugissait, il écumait, il se roulait en des convulsions de rage, labourait la terre de ses griffes et voulait se déchirer lui-même, mais tout cela ne servait de rien. Le Pignan-Ouane, qui du haut d'un arbre voisin avait assisté à la scène en témoin visible, s'envola avec un rire moqueur. Adieu, tigre, cria-t-il en partant. On a bien raison de dire ça là qui est pas malin, y est pas gras.